Rendez-vous comme chaque semaine avec Ambaro le mercredi pour sa première diffusion, c'est-à-dire pour la version française à 13h15 et la rediffusion par contre le dimanche à 9h20. Et pour cette semaine donc on reçoit Madame Saoundra Benarive, bien connue d'Ambaro. Bonjour à vous. Bonjour à tous. On a beaucoup parlé de préparation d'élections, tout ce qui s'en suivait, et maintenant, voilà, nous sommes en pleine campagne, et pourtant, beaucoup encore de choses à dire, de constats, de doléances, d'interpellations, alors qu'il a été dit, on ne recule plus. Exactement, on est arrivé à un point de non-retour, et cela fait plusieurs mois, plusieurs années que l'on parle de tous ces sujets. Et c'est vrai que le moment est venu. Il est aujourd'hui le mois d'octobre, le début de la campagne électorale. Et si certains points restent encore, disons, en suspens, pas clairs, il y a beaucoup de questionnements, on ne peut plus revenir en arrière. Il faut qu'on avance. Et les 36 candidats sont toujours là, mais avec pour certains d'entre eux quand même des réticences, mais les réponses aussi ont été données autant par la Haute Cour constitutionnelle que par la CENI. Comment voyez-vous ces comportements de ces presque 20 candidats qui émettent quand même encore des doutes ? Écoutez, je trouve que c'est assez navrant, parce qu'il va falloir à Madagascar qu'on revienne à la règle de droit et que l'on essaye de pratiquer ce que l'on prêche. Et il est trop tard maintenant. N'importe qui, et c'est quand même assez décevant si les candidats eux-mêmes n'étaient pas au courant des dates butoirs pour la confection de la liste électorale et la vérification de la liste électorale. Ce n'est plus le moment de revenir sur ce sujet-là. C'était il y a 6 mois, il y a 1 an, qu'il aurait fallu interpeller, vérifier, poser les questions, etc. Même, je crois que l'invitation qui a été adressée à l'OIF pour faire un audit très tardif, 1 mois avant le début de la campagne électorale, vous demandez un audit, eh bien, il ne devrait pas être surprenant que l'OIF trouve la liste impeccable. Et parce qu'ils vont pas dire le contraire si peu avant la campagne électorale et le vote. Et donc c'est la même chose pour les 22 candidats. Vous avez préparé vos dossiers de candidature. À ce moment-là, vous avez obtenu vos attestations d'inscription de la liste électorale. C'était un des documents à fournir. C'était peut-être à ce moment-là qu'il fallait soulever les points, mais ce n'est pas 2 jours avant le début de la campagne, vous sachant vraiment en position de faiblesse et peut-être dans l'incapacité de faire campagne, et ce n'est qu'un prétexte pour détourner l'attention. C'est trop tard. Mais si vous êtes vraiment des démocrates, si vous êtes vraiment pour l'état de droit, il aurait fallu en parler beaucoup plus tôt. Et la CENI, par contre, elle aussi, elle se dit fin prête. Oui, je crois, d'un côté, techniquement, elle se pense fin prête, et c'est vraiment de la technique pure et simple, c'est-à-dire est-ce que les bulletins de vote sont prêts, comment on va faire pour les distribuer sur le territoire, etc. Et pourtant, du point de vue de l'électeur, on se pose beaucoup de questions, parce qu'il y a des informations que seule la CENI et la communauté internationale semblent avoir, comme par exemple la localisation exacte des 4851 nouveaux bureaux de vote. Où sont-ils ? Et quid de la carte d'électeur que les textes prévoient toujours et qui doivent être distribués. La dernière fois que moi j'ai reçu ma carte d'électeur, c'était en 2013. La validité de ces cartes est de 5 ans, donc il devrait y avoir de nouvelles cartes. Où sont-elles ? Et ce sont ces cartes d'électeurs qui identifient aussi la localisation de son bureau de vote. Donc si je suis parmi ceux qui, en 2013, étaient dans un bureau de vote avec 1400 électeurs, aujourd'hui
le maximum est fixé à 700, est-ce que je vote au même endroit? Est-ce que je change de bureau de vote? Donc il y a toutes ces questions-là. La CENI peut prétendre être fin prête, mais je peux vous dire que l'électeur, lui, il ne comprend rien. Et il est presque trop tard maintenant avec la cacophonie de la campagne pour la CENI de communiquer sur ces points cruciaux. Notez quand même que donc nous sommes arrivés ici de l'information venant de la CENI que nous sommes arrivés à 24 852 donc bureaux de vote et que les bulletins spécimens pour les sensibilisations sont déjà donc entre les mains de ceux qui doivent sensibiliser ou informer. Par ailleurs, les bulletins aussi pour les élections, l'élection propre, elle est déjà là. Mais justement, parlons de sensibilisation. La société civile est-elle aussi prête, tout compte fait? Est-ce qu'elle a tous les moyens? Certains ont reçu un financement, peut-être qu'ils sont prêts, mais moi ce que je peux vous dire, c'est que même ceux qui ont le financement, ce n'est que pour une partie du territoire, 6 régions, 10 régions, pas les 22 régions par exemple. L'autre question qui se pose, c'est que les OSC ont peut-être les informations, certes, mais nous, je dirais la masse critique des électeurs, travaillons. Nous sommes au bureau, nous sommes à l'usine, nous sommes sur le terrain, si je suis chauffeur par exemple, ou transporteur. Je ne passe pas mes journées en atelier ou en réunion des OSC, etc. Donc, la communication, nous sommes quand même au XXIe siècle, c'est par la télévision, c'est par la radio, c'est par la presse écrite et c'est par l'Internet. Et moi, je peux vous dire, je n'ai pas encore vu le spécimen de bulletin unique. Ce qui fait que je pense que la majorité des électeurs, ceux qui ne sont pas en réunion des OSC quelque part, n'ont pas encore vu le spécimen de bulletin unique. Et c'est là où je blâme la CENI. C'est à elle de communiquer. Ce n'est pas le fait de donner les bulletins aux OSC ou même aux partis politiques. Et les partis politiques, je vous rappelle, pour eux, ils vont utiliser le spécimen de bulletin pour dire « voici mon numéro et c'est ici qu'on coche ». Mais ils ne vont pas dire de manière neutre « voici le bulletin et voilà comment on le remplit ». Ils vont dire « vous allez voter pour moi et je suis le numéro X là ». Et donc c'est à la CENI, ça devrait être plus fort que la communication de ces candidats. Maintenant, les candidats communiquent de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus forte que la CENI elle-même. Ce qui est quand même assez dangereux par rapport à un résultat ou... Moi, je crains qu'au moment de la remontée des résultats, certains candidats vont tout de suite annoncer le résultat et leur résultat sera probablement, je dirais, fiable. À vous entendre, Saroundara Benarif, c'est comme si la faiblesse reste et demeure encore la communication. La communication, et je dirais, comme toute chose à Madagascar, il suffit de regarder autour de nous. Le grand absent, c'est l'État. La CENI ici représente l'État. C'est l'organisateur des élections et c'est le grand absent. Tout comme c'est celui qui ne gère pas les remblais ou celui qui ne gère pas la circulation ou celui qui ne gère pas la sécurité, etc. Vous ne voulez pas dire par là qu'il n'y a pas une certaine cohésion par rapport à un moment crucial comme le nôtre, élection présidentielle ? Il est tellement crucial ce moment, justement, je pense que c'est vraiment c'est l'élection vraiment test de notre, on dira, consolidation démocratique, cette élection. Plus importante même qu'en 2013, alors que les bailleurs de fonds ont annoncé un basket fund de la moitié de ce qu'ils ont financé en 2013. Et c'est là que c'est triste, parce que ça veut dire qu'eux aussi n'ont pas compris les enjeux. Il y a eu d'autres élections ailleurs quand même aussi, non ? Oui, bien sûr, mais aujourd'hui, c'est le monde entre 2013 et 2018 déjà a évolué, mais je crois que la planification n'a pas évolué. En 2013, on a vu beaucoup de nouveautés, comme la mise en ligne des résultats en temps réel. Le fait que l'on pouvait regarder, et nous avons évidemment downloadé, bureau de vote par bureau de vote, district par district, le nombre d'électeurs. Aujourd'hui, cette information n'est pas disponible. Si nous allons sur le site web de la CENI, on ne peut pas obtenir. Je ne sais pas sur le nombre d'électeurs additionnels, je crois que nous sommes à 3 millions de plus ou 2,5 millions de plus. Où sont-ils ? Dans quel district ?
pour qu'on puisse... C'est comme les bureaux de vote, quoi. Exactement, pour qu'on puisse voir quelles seront peut-être les tendances et quels sont les risques aussi. Pour voir, il y a 100 000 nouveaux électeurs dans un district lointain que quelqu'un va gagner. 100 000 voix aujourd'hui, ça peut faire la différence entre celui qui sera deuxième et troisième. Là, c'est une autre paire de manches quand même. Mais restons toujours par rapport donc à la législation qui régit cette élection. Bien, passable, moyen Moi, je pense qu'elle est bien, mais elle est là et elle est complètement ignorée. Il y a dans la loi électorale et dans le décret d'application, par exemple, les emplacements d'affichage électoral. La campagne a commencé, alors que ce sont les textes. À quoi ça sert de dire que nous avons de bons textes ou de mauvais textes quand on ne les applique même pas, on les ignore. Oui, mais là, c'est quand même 36 candidats, si on se réfère à ces tableaux d'affichage. À mon souvenir, en 2013, il y en avait 41 des candidats, et il y avait quand même les tableaux d'affichage. Mais c'est vrai que personne ne les utilise vraiment maintenant. Alors pourquoi ne pas évoluer? Pourquoi avoir gardé ça? Même chose avec la carte d'électeur d'ailleurs. On devrait voter avec notre carte nationale d'identité qui a notre photo. Mais non, on vote avec une carte d'électeur qui n'a pas de photo. Alors vous avez compris. Et c'est là où il aurait fallu évoluer, laisser les candidats affichés sur les panneaux publicitaires comme on voit. Il y a les publicités à la télévision, à la radio, dans la presse écrite que l'on voit de toute façon. Et en fait, la loi ne dit rien là-dessus. Les candidats sont en avance, ils sont modernes, ils essaient de nouvelles tactiques, de nouvelles méthodes pour communiquer avec les lecteurs. Mais ce sont nos textes et la CENI qui reste encore archaïque. Et se dire qu'on aurait pu avoir grand budget si on a modernisé des choses ou simplifié aussi certaines parties comme carte d'identité, par exemple. C'est clair. Moi, je pense que peut-être que la raison qu'on n'a pas les cartes d'électeurs, c'est déjà pour les 10 millions et quelques bulletins uniques qui sont arrivés en grande pompe par avion, etc. Je me demande si c'est l'imprimerie nationale ou qui est en train d'imprimer les cartes d'électeurs. Ça aussi, ça mériterait d'être connu. Exactement. Mais on a les gros budgets pour imprimer quelque chose à l'extérieur, en couleur, etc. Mais pas tellement pour les cartes d'électeurs qui, on verra, quand ils arrivent, à quoi ils ressemblent. On s'adresse ici à vous en tant que société civile pour cette question. La campagne a débuté. Comment voyez-vous cela de la part des candidats? Bon, hélas, ça fait quelques jours seulement. Je crains que c'est la partie un peu carnavalesque qui prime et la distribution de t-shirts. Apparemment, dans ces premiers jours, c'était surtout ça. On n'entend pas encore exactement quels sont les programmes, quelles sont les propositions une fois élus. Et c'est là qu'on espère, il y a encore quelques semaines de campagne, il y aura les débats. On espère qu'il y aura quelque chose d'un peu plus substantiel pour les électeurs. Mais je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'enthousiasme de la part de la population, je crains, par rapport à l'élection. Peut-être que ça changera dans les semaines à venir, je l'espère. Parce que le plus important, même si ça ne nous intéresse pas tellement, même si on est un peu détourné par, il y en a qui ont trop d'argent, il y en a qui ont trop ceci, ont trop cela, il faut aller voter. Il faut impérativement aller voter. Parce que d'abord, si on ne vote pas, quelqu'un votera à votre place. Et c'est tellement important pour la crédibilité de celui qui sera élu d'avoir un bon taux de participation et avoir un pourcentage important de voix exprimées. Donc, malgré nos réticences, surtout en ce début de campagne, malgré les doutes, parce que ce sont toujours les mêmes pratiques en termes de campagne électorale classique, il faut absolument aller voter. Les grosses pointures utilisent déjà les moyens sophistiqués pour certains, d'autres c'est le bain de foule a priori, pour d'autres c'est encore les porte-à-porte. Ces stratégies pour 36 candidats, est-ce que ça peut rendre un électeur dubitatif? Oui, et je pense que c'est là qu'on n'arrive pas à apprendre du passé ou
prendre les acquis du passé et essayer de les mettre en œuvre dans les textes électoraux, justement. Il faudrait vraiment qu'on pense à Madagascar maintenant comment limiter le nombre de candidats. On est record du monde là-dessus, avec 36 candidats, encore une fois. C'était 41 en 2013, on passe à 36. Et on parle de démocratie quand même. Oui, mais si on avait 0,8% en 2013, on devrait ne plus pouvoir peut-être participer. Vous voulez dire qu'on aurait dû faire des primaires ? Du genre, ou parce que si vous allez compliquer le bulletin unique avec votre candidature et 1 ou 2 jours de la campagne électorale vous plaindre de la liste électorale, etc., alors qu'en 2013 ou même avant ça, en 2006 ou même avant ça, vous aviez moins de 1%, fixons un minimum, peut-être 3%. Je vous dis qu'en 2013, il n'y en avait que 10 qui avaient plus de 5%. Et donc, ça veut dire que 31 étaient entre 0,2 et 2,9. Et pourquoi ont-ils encore le droit de participer aux élections 5 ans après ? Et les enjeux sont sans doute pour le deuxième tour, non ? Ça, ce n'est qu'un exemple. Enfin, ça, je suis pas sûre. Je suis pas sûre parce que, si vous vous souvenez, en 2013, il y avait des gens, 4-5%, Sarah Georget, Edgar Zavndava, qui n'ont pas obtenu de poste par la suite. Donc c'est une époque révolue aussi, cet esprit. C'est absolument une époque révolue. Des candidats en soi-même, présence de femmes, est-ce que ça peut jouer quand même par rapport à ces hommes au niveau des citoyens en tant qu'observateurs aussi ? Bon, c'est important qu'il y ait un nombre de candidats femmes. Il y en a 5. Et non, c'est important. Mais bon, je crois qu'à la fin de la journée, le concours est le même, homme ou femme. Les critères sont les mêmes. Il va falloir... Il n'y a pas de bienveillance particulière pour les femmes. Il va falloir faire campagne et c'est rude, c'est dur. Comme Hillary Clinton disait, il faut avoir la peau de rhinocéros pour être une femme en politique. Et voilà le premier test. On verra lors des débats, on verra lors de la campagne si elles pourront émerger. Mais plus que la présidentielle, je pense que c'est plutôt aux législatives et aux communales municipales qu'il faudrait plus de parité, plus 50-50 de candidats, ce serait bien. De candidats femmes, parce que c'est au sein du Parlement, du gouvernement et des communes qu'il faut un plus grand nombre de femmes politiciennes. Oui, alors près d'un mois de campagne pour ces 36 candidats, pour près de 9 913 955 électeurs. On parle aussi de communication, donc de marge donnée aux stations publiques. C'est déjà quand même un effort, non ? Oui, il y a beaucoup d'efforts et voyons comment ça se concrétise dans la réalité. Mais je pense qu'il y aurait... Enfin, peut-être que je suis trop exigeante, mais on aurait pu faire encore plus. Et justement, par rapport au peu de temps qui reste encore, non, une certaine marge de manœuvre pour informer les citoyens, les lecteurs surtout, la sensibilisation. Donc, vous avez dit que cela revenait à la CENI. Absolument. Est-ce que ce n'est pas trop tard quand même, la saison de pluie, on pense santé, on pense rentrée scolaire Oui, je ne sais pas quelle communication la CENI avait prévue, à part donner aux OSC, aux partis politiques, le rôle principal dans la communication. Mais comme les plages de temps à la télévision publique, ils auraient pu peut-être demander, je suis sûre que les médias privés auraient accepté de publier, par exemple, le spécimen de bulletin unique gratuitement. Je pense que ça n'aurait pas été la fin du monde, mais il faut se donner la main, il faut décider de le faire, et je crois que l'objectif principal de vraiment informer les lecteurs, c'est ça qui manque. Ce n'était même pas prévu, et on aurait pu trouver les moyens pour le faire. C'était plutôt le plus gros du budget à fournir, non ? Oui et non, moi je pense que la communication elle ne coûte pas forcément
super chère, mais elle aurait pu être prévue quand même. Quelques pages de journaux, le site web bien évidemment, mais aussi, s'il fallait l'acheter, quelques pages de journaux pour faire l'éducation électorale, pourquoi pas. Actuellement aussi, on commence à faire valoir certains articles concernant donc la législation par rapport à cette campagne, entre autres les fonctionnaires qui ne doivent pas faire campagne. N'est-ce pas logique? Oui, bon, c'est toujours bien de le rappeler. Monsieur le Président de la République par intérim, par exemple, est strictement interdit de campagne. Strictement interdit de campagne pour n'importe qui ou n'importe quoi. Est-ce qu'on doit arrêter toute inauguration et quoi que ce soit en cette période? Il peut inaugurer, mais sans mentionner... Mais est-ce que c'est opportun par rapport à la situation? Non, c'est clair que ce ne l'est pas et en toute sagesse, il ne le ferait pas. Mais il n'est pas le seul. Les ministres, les hauts emplois de l'État sont interdits de campagne, les fonctionnaires. Bon, c'est toujours bon de le rappeler. Alors pourquoi? Parce que il y a le juge ultime. Ce n'est pas la HCC, ce ne sont pas les magistrats, c'est l'opinion publique. Mais l'opinion publique ne peut pas avoir une opinion sur quelque chose si elle n'est pas informée des textes, du contenu des textes. Donc je salue quand même ceux qui nous rappellent encore et encore et encore de la neutralité de l'administration. Et éventuellement, ce sera internalisé par l'opinion publique, et j'espère que cette opinion publique appliquera ce que j'appelle le vote sanction, en disant, tiens, eux, ils ont bafoué les textes, en voilà encore un autre fonctionnaire, un autre ministre, un autre je ne sais quoi qui fait campagne, je ne vais pas voter pour son candidat. C'est-à-dire la conscience même de l'électeur. Exactement. Eh bien, c'était votre embarras pour ce début de campagne, et merci à vous. Merci beaucoup. À la prochaine.